Je me suis lancé dans un projet Homelab et j'ai décidé de tout documenter en vidéo. La dernière fois, on a parlé du schéma global que je voulais pour mon Homelab, du matériel utilisé et on s'est attardé sur la partie réseau. Dans cette vidéo, on va particulièrement parler de la machine hôte qui va héberger Proxmox, l'hyperviseur qui va me permettre de créer des VM et surtout des LXC Linux pour pouvoir faire tourner tous les services dont j'ai envie sans pour autant avoir besoin de démultiplier les machines physiques. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors à la fin de la vidéo, on créera un petit conteneur LXC sur Proxmox, comme ça je vous montrerai un petit peu les étapes et la simplicité avec laquelle on peut juste se créer une petite instance Linux pour commencer à auto-héberger ces solutions, même si c'est pas vraiment des tutos que je fais sur cette chaîne, mais plus des idées générales qui vont vous permettre justement de reproduire les grands concepts chez vous. Mais après, il y a tellement déjà de ressources sur internet pour les tutos et maintenant il y a l'intelligence artificielle qui nous aide aussi vachement, dont je me sers pour ce projet. Mais avant ça, je voudrais aussi expliquer un petit peu ce qu'est Proxmox, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, quelles sont les solutions alternatives, comment on faisait avant, bref, pourquoi c'est un petit peu à la mode et notamment les conteneurs LXC versus les VM sur Proxmox, parce que Proxmox est un hyperviseur qui va vous permettre donc de virtualiser une machine, pourquoi les LXC sont plutôt répandus versus les VM et versus aussi les solutions Docker, même si on peut aussi mixer Proxmox avec Docker, mais il n'y a pas toujours un intérêt. Donc on va essayer de regarder un petit peu ça. Alors je vous ai fait un petit schéma pour l'occasion, c'est ce que je ferai à chaque fois un petit peu, j'aime bien les schémas, je trouve ça assez clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous préférez les schémas qui sont en mode clair plutôt qu'en mode sombre. Je sais que parfois on a un petit peu de mal à voir quand c'est en vidéo comme ça des modes sombres, mais bon, vu que je fais tout en mode sombre, j'ai fait les schémas aussi là-dessus. Bref, alors virtualisation Proxmox, qu'est-ce que c'est? Proxmox, c'est un hyperviseur, donc c'est un OS que vous allez installer sur une machine physique qui est basée sur Debian, qui est une version Linux adaptée, donc bien entendu, souvent les projets adaptés tournent sur Debian. Désolé, alors si les termes ne sont pas toujours corrects, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire pour préciser certaines choses. Donc en tout cas, ce que j'ai fait, et ce qu'on fait en général, c'est qu'on achète une grosse machine, plus ou moins dimensionnée, qui va permettre, grâce à Proxmox qu'on va installer dessus, donc on va installer cette machine qui est souvent bootée avec Windows, donc vous allez recevoir votre machine. Moi en l'occurrence j'ai pris une B-Link ici, mini PC EQ14, donc avec le fameux processeur Lake N150 qui consomme très peu d'énergie, 16 Go de RAM, donc qui est soudé, donc on ne peut pas faire évoluer la RAM, 1 Tera de disque, qui permettent d'installer directement des applications là-dessus. Donc j'ai pris ça, 300 €, je crois que je l'ai payé un peu moins cher, je sais pas si j'ai pas pris la version à 500 Go, je sais plus exactement, mais il me semble que j'ai bien 1 Tera. Donc voilà, en tout cas vous prenez une machine ici, et puis en général vous dites j'ai ma machine, je vais installer Ubuntu dessus, ou une instance Linux, et je vais faire des conteneurs Docker. Et là c'est pas ce qu'on fait, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va installer carrément l'OS Proxmox, ça ressemble à ça, je vous fais une petite prévisualisation aussi. Donc là vous voyez j'ai plusieurs conteneurs qui tournent, P-Hole, Jellyfin, etc. Donc si on reprend notre schéma ici, vous avez votre machine, quand vous la recevez, vous créez en fait une clé USB bootable avec Proxmox que vous récupérez sur le site de Proxmox et vous suivez les étapes, il y a plein de tutos, encore une fois je le redis, qui vont vous permettre de le faire, et après vous avez un OS Proxmox qui ressemble à ça lorsque vous vous connectez. Alors là c'est l'interface visuelle, je suis pas sur la machine mais je suis connecté à l'adresse IP qui me permet de le lancer, et donc vous avez après la possibilité de faire plein de choses. On va juste expliquer ici, avant de se créer un petit conteneur LXC, on va juste expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc vous avez installé ici Proxmox sur votre machine, ça c'est votre machine ici, vous voyez qu'on a ici, hop, qui est matérialisé par ce petit cylindre, et après vous allez pouvoir installer soit des VM, soit des conteneurs Linux LXC qui vont vous permettre derrière de faire tourner vos applis. Donc on va avoir ainsi un petit peu le débat VM versus conteneur LXC. Moi pour le moment j'ai fait, j'allais dire quasiment, mais j'ai fait que des LXC, j'ai pas eu besoin de créer des VM. Souvent on crée des VM pour pouvoir allouer à 100% des périphériques de la machine. Donc si vous avez par exemple de la GPU, vous pouvez allouer à une VM la GPU, et comme ça vous avez votre, par exemple pour un Jellyfin, désolé je pars un peu dans tous les sens mais j'essaye de suivre une trame, pour un Jellyfin par exemple ici, on aurait pu créer une VM pour lui donner la iGPU, parce que j'ai pas de GPU physique sur un tout petit ordinateur comme ça, il n'y a pas de carte graphique, mais il y a de la iGPU dans le processeur, ce qui fait que pour le transcodage par exemple de certains films qui sont pas compatibles avec les players dans lesquels vous les lancez, c'est pratique. Bref, on va revenir là-dessus, je reviendrai sur le détail plus tard. Donc là vous avez votre grosse machine Proxmox,
grosse entre guillemets, hein, et vous allez installer des LXC. Sur ces LXC, numéro 1, numéro 2, vous allez mettre sur la numéro 1 par exemple P-Hole, sur la numéro 2 votre VPN Tailscale, sur la numéro 3 votre stack AR, et en fait ce qui est bien c'est qu'à chaque fois ce sont des vraies instances, donc c'est plus rapide qu'une VM que vous allez créer, par exemple une VM Ubuntu. Là, c'est un LXC Ubuntu, par exemple, que j'ai créé, mais qui démarre vachement plus vite, qui a besoin de beaucoup moins de ressources, et parce que vous partagez le noyau kernel. Pardon, je suis pas technique jusqu'à ce point-là, hein, je fais que réciter ce que j'ai vu, mais en fait, vous partagez certaines choses avec l'autre, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide à se lancer, mais c'est quand même isolé. C'est-à-dire que c'est vraiment une instance que vous pouvez reboot. Si vous avez besoin de reboot, au moins vous laissez tranquille les autres instances que vous avez créées. Comment on faisait avant? Parce que c'est bien beau, c'est un petit peu à la mode. Donc il y avait l'historique historique, on va dire. Ça, je l'ai connu parce que ça fait 18 ans que je suis dans le monde des logiciels. J'intervenais dans des entreprises et c'est ce qu'on trouvait quand on arrivait dans des entreprises. C'était moins le cas dans des projets Home Lab. En général, on essayait assez rapidement de virtualiser. Et encore que, alors ça n'existait peut-être pas aussi de façon, la partie Home Lab n'existait pas aussi de façon poussée parce que justement on avait des limites physiques. Donc en fait, ce qu'on faisait avant d'avoir des outils de virtualisation, VMware ou autres, et donc en l'occurrence Proxmox, hein, eh bien ce qu'on faisait, c'est qu'on avait plusieurs machines. Vous aviez une machine data, une machine pour les backups, une machine pour le serveur d'email. Ce qui faisait que dessus, vous pouviez faire tourner des petites choses. Là, vous aviez par exemple 2 services, hein, c'est un schéma, par machine. Pas plus, parce qu'après, il y avait des incompatibilités entre elles, par exemple. Vous aviez un serveur SQL pour de l'applicatif. Alors là, j'ai pas mis, mais vous auriez pu aussi avoir un serveur applicatif. C'est ce qui se passait en plus en général. C'est le serveur sur lequel nous, on intervenait quand on débarquait. Appli, voilà. Et vous tourniez 6 et 7, par exemple, voilà, et vous faisiez tourner des logiciels. Bon, il y en avait un qui était sur SQL, l'autre qui était sur je sais pas quoi, et vous aviez des incompatibilités. Donc, ce qui fait que vous aviez besoin d'une nouvelle machine. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avant d'avoir de la virtualisation ou de la dockerisation des conteneurs. Donc il y a la première étape, la plus simple, vous prenez des machines physiques et vous faites tourner. Alors bien sûr, c'est des contraintes puisque vous avez des machines physiques à acheter, vous avez à chaque fois de la ressource, hein, bon bref, c'est tout un bordel, il faut les maintenir, il faut les stocker, il faut les ventiler, ça prend de la place, etc. Donc c'est pas l'idéal. Ensuite, vous avez les principes du conteneur Docker. Donc vous aviez une grosse machine et vous installiez, en fait, vous cloisonniez, si vous voulez, les applications qu'on avait vues là, qu'on devait faire tourner sur des machines séparées, vous les cloisonniez dans des conteneurs. Ce qui fait qu'ils étaient un petit peu isolés les uns des autres. Et c'était pas mal. Et c'est toujours pas mal d'ailleurs. Hein. C'est pas une révolution Proxmox avec LXC ou des VM. Hein. C'est juste que dans un projet Home Lab, c'est assez pratique quand même d'avoir ça. On va revenir après sur les avantages au-dessus. Donc ça marche hyper bien. C'est ce qui se passe notamment dans des VPS, ce genre de choses. On dockerise, ce qui fait qu'on peut installer tout ce qu'on veut. Ici, par exemple, si on reprend ce que j'ai fait moi sur Proxmox, vous avez P-Hole, Jellyfin, QBT, c'est la stack AR, QBitTorrent, Monitoring, c'est NetData, Uptime Kuma, etc., Tailscale, Navidro. Pour la partie musique. Alors j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu créer des nœuds. Mettez-moi en commentaire si vous auriez fait différemment. J'adore partager et que les autres partagent avec moi pour faire grandir aussi le projet et échanger parce que c'est avant tout un projet de passionnés et de geeks. Certains disent même que parfois dans les Home Lab, il n'y a pas vraiment d'usage au bout, c'est juste pour jouer au Lego pour adultes. J'aime bien ce terme, je le reprends à chaque fois. Là pour le coup, moi j'ai fait un vrai usage. P-Hole notamment, Jellyfin pour les films, etc. Donc il y a vraiment un vrai usage, ça me permet aussi de jouer avec. Donc on va retourner sur notre schéma, et donc on avait ça, et on avait les conteneurs Docker. Ça marche bien, pas de problème. Maintenant, on va voir, on va prendre Docker. Ici, vous allez voir, hop, je vous ai mis ici des inconvénients. Alors, les avantages de Docker, c'est que vous aviez des économies de ressources et de la portabilité. Vous pouviez bouger les codes Docker sans problème. Inconvénient, pas d'isolation réseau, ni d'isolation kernel. Donc en fait le truc, en gros je vais résumer, c'est que ici certes ça tourne sous Docker, donc vous êtes cloisonné votre instance numéro 1 qui est un Docker sur P-Hole par exemple, et cloisonné, mais si vous avez besoin, en fait vous partagez les noyaux Linux avec les autres systèmes malgré tout, même si c'est cloisonné. Donc je sais pas si vous avez besoin d'un reboot, je dis une bêtise, vous rebootez la machine, si vous avez besoin d'un reboot physique et que vous pouvez recréer votre image Docker ne suffit plus, ça peut arriver, j'ai déjà eu le cas, vous êtes obligé de reboot la machine. Et si vous rebooter la machine, vous avez toutes les instances derrière qui sont impactées. Okay, ici, ça, c'était l'idéal, on va dire, dans un process, on va dire, infrastructure. La seule limite, c'était, donc l'avantage, c'est isolation maximale, simplicité, vous rebootez votre serveur, il n'y a que une ou deux choses dessus. Inconvénient, gaspillage de ressources, coût, maintenance multiple, on l'a vu tout à l'heure rapidement, il faut le stocker, il faut le ventiler, ça prend de la place, il faut le maintenir, c'est des machines qu'il faut changer, les disques, etc., c'est physique, donc c'est un peu chiant. Exemple concret, avant j'aurais besoin de 6 Raspberry Pi pour mes 6 services. Globalement c'est ce qui se passe, et d'ailleurs on voit des Home Lab avec des mini racks avec plein de Raspberry dessus, parce que ils ont fait l'option de dire
une machine physique, un service, et ce qui fait qu'ils ont plein de Raspberry Pi 5 par exemple, ou Raspberry Pi 4, on s'en fiche, pour faire tourner chaque chose. Bon. Donc ça, c'est les limites. Et donc, c'est quoi les avantages ici de cette version-là, donc la machine Proxmox avec des LXC ou des VM, on va regarder, c'est que vous isolez le réseau, donc chaque service a bien sa propre adresse IP, hein, puisque vous recréez en fait un service, donc c'est comme si vous aviez, c'est une VM ou un conteneur, hein. Sécurité, compromission d'un LXC ne compromet pas, d'un LXC ou d'une VM ne compromet pas la machine. Si vous avez ici un service qui est compromis, vous coupez la branche, ça y est, c'est terminé, il n'y a pas de problème. Apprentissage, c'est bien de comprendre aussi l'infrastructure de modèle et la virtualisation. Évolutivité, facilité d'ajouter ou supprimer des services. En effet, ici, si vous avez besoin d'un reboot, vous rebootez ici, c'est pas un Docker. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un Docker à l'intérieur d'un conteneur, mais vous pouvez très bien ici rebooter juste ici l'instance, le LXC ou la VM, ça reboote pas la machine physique. C'est très très rare qu'on ait besoin de rebooter. En général, vous avez d'ailleurs des screenshots sur Reddit de gens qui n'ont pas rebooté les machines host Proxmox depuis 200, 300, 400, 500, 600 jours. C'est presque devenu un petit challenge à qui rebootera le moins souvent. Je dois avouer que j'ai un peu rebooté au début la machine et que depuis, franchement, c'est eu très très peu de cas, voire aucun depuis Uptime depuis 17h. Oui. Alors ça c'est Uptime, c'est le LXC, on voit qu'il est depuis 17h, donc je l'ai rebooté. Est-ce qu'on j'ai un Uptime? Vous voyez, 9 jours. 9 jours qui correspond à peu près à la date à laquelle j'ai eu cette machine. Donc vous voyez, j'ai pas eu besoin depuis, et je pense que j'en aurais pas besoin. C'est très rare d'avoir besoin, pourtant il y a des backups qui tournent, etc. Voilà pour le schéma, et voilà pour les avantages, pourquoi Proxmox plutôt que des machines, plutôt que du Docker, etc. Donc je vous l'ai dit ici, voilà à quoi ça ressemble. On va faire un petit tour un petit peu maintenant de Proxmox, on va pas aller dans tous les recoins, parce que franchement c'est hyper poussé. Je vais vous montrer juste moi comment je l'utilise. On va se créer tout de suite par exemple un nouveau conteneur. Donc là ici vous avez le data center, avec des réglages qui vont être... dont les nœuds vont hériter et vous allez pouvoir avoir plusieurs nœuds. Donc les nœuds, c'est des groupes en fait de machines virtuelles ou de conteneurs. Donc là, moi j'ai créé le nœud Proxmox 001 qui est dans le data center. Et là, vous avez des choses dont le nœud va hériter et les machines et les LXC vont hériter du nœud. C'est en cascade, classique. Voilà, donc là, ici, on va se mettre là et vous avez un petit bouton Create City. Alors, vous avez Create VM si vous voulez créer une vraie VM. Donc là, il va falloir un ISO que vous allez stocker d'abord ici dans le storage pour pouvoir en bénéficier pour plus tard, pour pouvoir booter dessus et lancer une install classique. Moi, je crée des conteneurs ici à LXC. J'ai jamais eu besoin de créer une VM. On verra qu'il y a eu un cas où j'aurais peut-être pu, à mon avis, parce que j'ai pas réussi encore à activer le transcodage sur Jellyfin. Pourtant, tout est OK, mais j'ai arrêté de creuser parce que c'était un petit peu... Je passais trop de temps sur le sujet, alors que finalement, j'allais souvent lire les fichiers bruts. Je vous expliquerai ça aussi. Donc là, on va en créer un, ici, Create City. Voilà, vous lui donnez vous choisissez dans quel nœud. L'ID récupère toujours l'ID précédent, ici 105, qui vous met +1. Vous mettez un petit password, là je vais mettre 1, 2, 3, 4 pour l'exemple, 1, 2, 3, 4 s'il me laisse faire, hop, essayez de mettre le même mot de passe de côté, ça pourrait être pas mal, minimum donc c'est 5, voilà, donc là il va me laisser tranquille, is 5, voilà, il me laisse tranquille. Vous pouvez générer un SSH si vous voulez vous connecter derrière après avec une clé SSH plutôt qu'avec un login. Ensuite vous allez chercher le template, et là ce qui est bien c'est que vous avez des templates que vous allez pouvoir récupérer directement depuis le nœud, et donc pouvoir vous baser là-dessus. Moi j'ai le template ici, hop, on va revenir Ubuntu 22.04. Ensuite, donc vous avez choisi le template, c'est pas un tuto encore une fois, mais je vous montre. Vous choisissez au niveau des disques l'espace disque que vous avez alloué, par défaut c'est 8 Go. Bien souvent ça m'a suffi. Vous choisissez le nombre de cœurs CPU que vous allez mettre, vous choisissez la mémoire RAM, on va faire simple, classique. Network ici vous choisissez si vous lui donnez une IP fixe ou si vous vous basez sur du DHCP. En général quand on crée des LXC on a besoin d'une IP fixe parce que vous allez, je sais pas moi, lancer P-Hall et avoir besoin tout le temps d'accéder à P-Hall par 192.168.0.30 par exemple. Si vous mettez DHCP, à chaque fois ça peut, le bail peut être renouvelé, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir, je sais pas moi, 210, 214 le lendemain, donc c'est un peu chiant pour s'y connecter. Et c'est même pas que un peu chiant, puisque après derrière le P-Hall, l'adresse IP va être mise sur le routeur au niveau des DNS, et si vous avez une adresse IP qui change, ça marche pas. Et ça peut être un peu galère, ou alors le faire par le nom d'autre, enfin bon bref. Faites simple, mettez une adresse IP fixe. Donc là, moi, je vais me mettre en DHCP pour l'exemple. Ici, j'espère que j'aurai pas d'erreur parce que j'ai jamais fait DHCP. Vous choisissez ici les ports réseau, etc. Vous faites suivant. Vous avez un petit récap. DNS, ici, vous le mettez pas, ça va hériter
Là, DHCP, il devrait me trouver la gateway, hein, donc il n'y a pas de problème. Sinon, IPFix, vous retapez tout ici, gateway, etc. Hop, clac, on va faire ça. On va se mettre en DHCP sur l'IPv6 pour pas que j'ai d'erreur. Je vais faire confirme et vous allez voir, finish, décider plus tard. La rapidité avec laquelle non seulement il crée le LXC, c'est fini, hein, concrètement. Ça y est, il est là, 106. Je ne vais pas donner de nom host, je vais l'appeler CT106. Il est là et après, je peux accéder directement, hop, ici à la console. Donc il va me demander de me loguer. Ah, la console n'a pas démarré. C'est normal, j'ai pas démarré le LXC. Il a créé, j'aurais pu cocher aussi démarrer en même temps que je le crée, mais on va le démarrer à la main. Vous allez voir la rapidité avec laquelle il démarre. Là, ici, il est en bas, vous voyez le service, et il devrait se terminer dans pas trop longtemps. Je crois que c'est le shell, voilà. Login, il a démarré. Route, 1, 2, 3, 4, 5. Pan, et vous êtes logué. apt ou sudo apt update. Voilà, vous allez chercher les mises à jour, vous les passez derrière, upgrade. C'est hyper léger et vous avez comme si vous aviez une VM mais un peu dépouillée de tout le superflu qui ferait que ce serait long à redémarrer, etc. Déjà que c'est rapide Linux, mais vous voyez ici, sudo apt upgrade. Donc là c'est rapide partout, hein, ça fait pas vraiment de... J'aurais pu mettre -y pour pas être embêté. Mais voilà, enfin vous avez votre machine qui est lancée, enfin votre machine, non, votre conteneur LXC Linux, pas vraiment un conteneur, mais qui a un LXC Linux, et après vous installez quelque chose dessus. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est monter par exemple des disques, enfin des partages réseau, ce que j'ai fait moi d'ailleurs. Pour le moment, j'ai une installation avec un NAS qui est ailleurs, qui est sur une autre machine. J'ai que 2 machines physiques, une avec tous les LXC, et l'autre pour le NAS. J'ai décidé de séparer, j'aurais très bien pu mettre le NAS ici, mais j'ai voulu séparer le stockage, on va dire, média, le gros stockage du reste. C'est un parti pris. J'en parlerai très certainement quand j'aborderai la partie NAS. Mais après, ce que vous faites, vous créez un partage sur votre NAS, vous le montez sur l'autre Proxmox, ici, au niveau des montages que vous pouvez faire, parce que vous avez accès aussi à Shell. Hein. Donc le NSF Lab, vous pouvez récupérer vos montages. Une fois qu'ils sont sur l'autre, vous pouvez en hériter aussi derrière sur les LXC. Ce qui fait qu'en gros, vous pouvez avoir une stack, je sais pas moi, Jellyfin, sur lequel vous n'avez pas le stockage qui est sur... D'ailleurs, j'ai un problème ici avec la console, il faudra que je regarde. Vous n'avez pas le stockage qui est fait sur Proxmox, le stockage est fait sur une autre machine avec des partages NFS en l'occurrence. Voilà, vous pouvez faire ça, vous avez vu la rapidité avec laquelle vous faites les choses, c'est assez déconcertante, c'est assez déconcertant. Et on va faire un reboot, vous allez voir, enfin on va faire un reboot, vous allez voir avec la rapidité avec laquelle ça reboot, c'est genre vraiment, vous voyez ici, il travaille en bas, disconnecting, detecting migration, et après il va se relancer en quelques secondes, il est relancé. Donc il est vraiment dépouillé, et pourtant j'ai pas un foudre de guerre hein, au niveau de Lost, et j'ai pas non plus mis beaucoup de ressources, vous avez vu, j'ai mis 512 de RAM, 8 Go de disque, un cœur seulement, et pan, ça déboîte. Et honnêtement, franchement, j'ai pas de problème, c'est très rare au niveau des, vous voyez, vous avez chaque LXC après, où vous avez vos stats que vous pouvez ensuite mettre sur NetData. Je vous expliquerai ce que j'ai fait aussi au niveau de l'autre Proxmox. Vous voyez l'usage CPU, donc là il n'y a pas grand chose qui tourne, personne ne regarde si Piol il tourne tout le temps un petit peu, de toute façon en vitesse de croisière, voilà à quoi il ressemble. Hein. Il utilise 60 mégas de RAM, très peu de CPU. Jellyfin, il n'y a personne qui lit de film pour le moment. StackR, je télécharge pas a priori. J'ai un disque un petit peu chargé parce qu'il faut que je fasse du nettoyage depuis que j'ai le NAS. Monitoring, pareil, vous voyez, c'est... Et puis quand les services, quand vous créez un LXC, vous bloquez pas les services. C'est pas parce que vous mettez un cœur 512 de RAM que vous les bloquez, si vous voulez. Il y a ça aussi. Ils sont libres derrière pour quelqu'un d'autre s'ils sont pas utilisés. Versus l'ancienne méthode où avant on bloquait vraiment, je sais pas, sur 16 Go de RAM, je lui alloue 2, il y a 2 qui sont bloqués, qui sont tout le temps chargés et qui peuvent être tout le temps disponibles pour la machine virtuelle. Non, là avec un LXC, vous utilisez, enfin vous bloquez que ce que vous utilisez. Hein. Donc c'est pour ça aussi que si vous regardez ici au niveau de l'hôte, donc de la machine hôte ici Proxmox, si je regarde Summary, je suis très large encore alors que j'ai déjà 6 services qui tournent. Vous voyez, pas de problème. Ce que vous pouvez faire ici après, ce qui est bien, c'est que faire des backups. Pas besoin forcément d'installer Proxmox Backup Edition, je crois, si vous avez besoin de faire des choses simples. Vous pouvez très bien ici faire des backups au niveau du data center. Donc là, vous avez hop, backup, moi j'en ai fait 2. J'en ai fait un sur lui-même le dimanche à 1h, et j'en ai fait un sur un partage NFS qui pointe vers le NAS. Et après, ce que j'ai fait,
c'est que je prends via un script ces backups-là et je les envoie sur Infomaniac. Ici, j'en ai déjà parlé, je crois. Je vais essayer de le rouvrir, comme ça je vous montrerai une stack complète. Alors je vous montre ici rapidement quand même, c'est pas mal. Vous voyez, on va prendre suite 2 heures. Vous avez le montage ici, storage qui est sur backup. C'est pas à ce niveau-là. Il faut ouvrir le storage d'abord. Vous voyez ici, voilà, backup, directory. Vous avez NAS backup auto qui est sur le NAS. Donc il y a un partage NFS. Vous voyez l'adresse IP du NAS, le montage qui a été fait. Et vous avez l'autre qui est backup tout court, qui lui est en local sur Proxmox Storage, qui a un montage aussi sur lui-même. Et après, vous avez vos options de backup ici. Oui, vous en avez un. Ah, les deux sont sur storage, donc c'est pas bon, hein, ce que j'ai fait. Ça tombe bien ici. Hop, on va prendre celui-là et on va le mettre ici. Ok. Voilà, donc vous avez un sur, c'est très bien, j'avais pas vu l'erreur. Vous avez un sur lui-même, l'autre sur le NAS, et après vous avez un script qui envoie toutes les données. Je vais vous montrer avec. Il est là, CyberDug. Je vais me connecter à mon stockage S3 sur Infomaniac, Swiss Backup. Ici, hop, je vais me loguer. Voilà, hop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné les credentials Swiss Backup S3 que vous récupérez ici sur Swiss Backup au niveau. Je mettrai les liens en description si ça vous intéresse, cette partie-là. Le B-Link, le Swiss Backup Infomaniac, etc. Hop, et vous pouvez récupérer derrière, vous avez HomeLab Backup ici. Hop, vous avez les dumps qui se font, clac, donc là ça récupère, j'en garde 4 seulement, et vous avez aussi, j'ai fait un backup local crypté, chiffré, pardon, je vais utiliser mon terme, donc iCloud Backup, donc là je peux le monter, glisser directement une sauvegarde iCloud que j'ai pas encore automatisé. Avec R5, je sais qu'on peut faire pas mal de choses. Voilà, qu'est-ce que j'oublie au niveau de Proxmox? Qu'est-ce que j'oublie? Bah non, c'est plutôt clair pour le moment. Je vais supprimer ce petit conteneur LXC. J'ai pas créé de VM. Si, je vais vous expliquer quand même ce que j'ai eu comme problème au niveau de Jellyfin. En gros, Jellyfin, c'est un lecteur multimédia, un peu comme Plex, si vous connaissez pas, mais qui est open source et donc gratuit, là où Plex, vous avez des options un peu payantes. Si vous mettez un gros fichier sur Jellyfin, par exemple, avec un format un peu bizarre, je sais pas moi, style H265, un peu dur à lire, etc., par exemple par l'Apple TV, eh bien, vous avez envie qu'il fasse un transcodage pour vous donner une version, transcodage live, hein, pas transcodage en amont, pas comme YouTube ferait par exemple, mais il vous fait un transcodage au moment de la lecture, eh bien il va vous servir un fichier un peu plus léger pour que vous réussissiez à le lire plus facilement sur un vieil iPhone, sur un, je sais pas moi, sur une tablette, sur un système d'exploitation qui explique pas tous les formats. Eh bien pour faire du transcodage, vous avez deux façons de faire, soit le CPU, mais ça va prendre une ressource monumentale avec très peu de résultats, enfin avec le même résultat, ça va prendre beaucoup de ressources versus GPU. Donc ce que vous pouvez faire, c'est récupérer la GPU, donc la puissance graphique de Lost, ici, pour la donner à un LXC, ce qu'on appelle faire du pass-through, désolé pour l'accent, c'est dur à dire. Et en gros, vous donnez, mais vous n'attribuez pas, si vous voulez, de façon définitive, la RAM au conteneur LXC. En fait, ça peut être utilisé par quelqu'un d'autre derrière. Versus une VM, si je dis pas de bêtises, vous êtes obligé de l'attribuer. Chose que j'aurais peut-être dû faire si j'avais envie que ça fonctionne. Donc là, vous avez votre Jellyfin et vous pouvez faire du partage de ressources. J'ai réussi à le faire quasiment. Il y a eu des modifs à faire dans le BIOS, etc. Il y a plein de documentation là-dessus, je vous explique pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur ce débugage précis. Si un jour j'arrive au bout. Je suis quasiment au bout parce que je vois bien le GPU, je vois bien, enfin le iGPU, parce qu'ici on n'a pas forcément de GPU physique, hein, c'est tout petit, hein, on ne se rend pas compte à quel point c'est petit ici, ça a la taille d'un Mac mini à peu près. Donc c'est du chipset en fait du iGPU. Donc j'ai réussi à le partager de façon non exclusive ici avec le LXC. Donc le iGPU il est là, hein, je le partage avec le LXC. Et après normalement il est utilisé pour du transcodage live. Il me reste quelques petites erreurs. Au bout d'un moment j'ai dit stop, j'avais passé déjà pas mal de temps dessus. Je trouvais ça un peu overkill de continuer à travailler dessus alors que j'aurais pu passer à autre chose. Je l'ai laissé de côté puisque souvent je lis le format brut. Souvent l'Apple TV arrive à lire le format brut. Je m'arrange pour récupérer des fichiers qui sont lisible par l'Apple TV en termes de format, donc pas trop brut, pas trop raw, mais un peu compressé sans être trop compressé non plus. Bref, on pourra faire une vidéo dédiée là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Proxmox? Bah c'est tout. Après là je suis pas connecté à la machine physique, hein. Vous avez un shell sur la machine physique, donc là je vais bientôt recevoir normalement un petit jet KVM pour brancher justement, pour éviter d'à chaque fois sortir la machine physique du rack que je n'ai pas pour le moment, qui est posé comme ça à l'arrache. Je vous ferai une photo un jour, peut-être je la mets là si je me motive à la faire.
Et j'achèterai un jet KVM juste pour me connecter sans pour autant devoir mettre un HDMI, etc. Un clavier souris si j'ai besoin de débugger. Donc il y a un shell, hein. Parfois on a besoin d'y accéder, notamment pour le BIOS, ce genre de choses. Donc là pour le coup vous êtes obligé de redémarrer, hein, qui correspond à peu près à la date où j'ai bidouillé, si on regarde le redémarrage, là 9 jours, la date à laquelle j'ai bidouillé un peu toute cette partie GPU, etc. Que j'ai eu besoin de faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que j'oublie rien sur la partie Proxmox. C'est la première chose que j'ai fait sur mon Home Lab quand j'ai reçu le premier matériel que j'ai eu, donc le B-Link, pour pouvoir installer Pi-hole dessus. Donc ça va être le premier service dont on parlera après avoir parlé donc de Lost Proxmox. On parlera de Pi-hole la prochaine fois. J'expliquerai un petit peu ce que c'est. Voilà, je ferai une petite démo aussi de Pi-hole. Je vous parlerai aussi de mes petits problèmes que j'ai eu avec la stack Apple. Voilà, vous avez des choses qui bloquent, c'est assez reconnu. Et sur Reddit, vous pouvez trouver des threads qui en parlent assez facilement. Et voilà, maintenant ça tourne, c'est stable. Donc je vous partagerai ça la prochaine fois. Voilà, au niveau de Proxmox, il est là sur mon homepage, sur ma homepage, avec le petit ping qui va bien. Et donc on va dérouler sur cette chaîne. Ici, on parlera de Pi-hole. Après, je crois que j'avais fait homepage, Uptime Kuma assez rapidement, le VPN assez rapidement. Après, je m'étais basé sur rapidement Jellyfin. Et après la stack AR, le réseau je l'ai mis en dessous, monitoring Uptime Kuma ici, le net data, pas d'erreur, pas de problème. Si j'avais dit que je vous parlerais du net data, mais ça fera l'objet à mon avis, parce que j'ai installé net data sur Lost Proxmox, parce qu'il détecte tout derrière, ce qui fait que vous avez un net data ici après magnifique, où vous avez tout détecté au niveau de... si on regarde sur la partie droite, vous avez ici conteneur et VM, il a tout détecté automatiquement sans que j'ai rien eu besoin de faire. Vous voyez le CT106, on l'a créé ensemble, il a été détecté automatiquement sans que j'ai eu besoin d'installer le client NetData sur chaque Linux, sur chaque LXC, etc. Parce que je l'ai mis sur l'hôte. C'est pas recommandé de toucher à l'hôte, mais pour le coup je l'ai mis sur l'hôte. Mais on en parlera quand on parlera de la partie NetData. Voilà. C'est parti un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si cette aventure Home Lab vous plaît. Surtout, partagez-moi aussi votre avancée si vous faites un projet similaire dans les commentaires. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait naturellement sur la première vidéo sur laquelle je partageais le schéma global. Tiens, c'est marrant, j'en suis au même endroit que toi, j'ai fait ci, ça différemment. Le but aussi, c'est de jouer, de geeker et aussi de s'entraider, donc n'hésitez pas. Si ça vous plaît, mettez un petit like. Pour voir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!